Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un produit chimique qui est un peu le secret le mieux gardé de notre monde moderne. Je parle de l'acide sulfurique. Il est absolument partout, mais on ne le voit jamais. On va décortiquer ensemble comment on fabrique ce fameux roi des produits chimiques. C'est quand même fou, non? Une substance qui est littéralement la fondation de notre industrie, mais qui reste complètement invisible, cachée dans les coulisses. Comment est-ce possible qu'un truc aussi fondamental soit aussi discret? Et attention, tenez-vous bien, 180 millions de tonnes. C'est la quantité produite chaque année dans le monde. Pour se donner une idée, c'est comme si on empilait presque 500 Empire State Buildings. C'est juste colossal. Ça donne une petite idée de son importance, hein. Bon, la question se pose évidemment, mais d'où est-ce qu'il sort tout cet acide? Comment est-ce qu'une usine arrive à produire ce roi des produits chimiques en quantité pareille? Allez, c'est parti, on plonge dans le processus. Ok, première partie. Avant de voir la recette, il faut d'abord comprendre pourquoi on l'appelle le roi des produits chimiques. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin autant? La liste est impressionnante. Il est essentiel pour fabriquer les engrais qui nourrissent la planète, les détergents qu'on utilise tous les jours, les batteries de nos voitures, même les plastiques, les tissus. Il est aussi crucial pour extraire les métaux et pour raffiner le pétrole. Bref, c'est vraiment l'ingrédient secret, l'ingrédient de base de toute l'industrie moderne. Bon, alors passons à la cuisine. Comment on fait? Eh bien, la recette, c'est un processus en 3 étapes, un processus assez intense, qu'on appelle le procédé de contact. Et c'est la méthode utilisée partout dans le monde aujourd'hui. Voilà le plan de match en 3 temps. D'abord, étape 1, brûler. On prend du soufre brut et on le fait cramer à plus de 900 degrés pour créer un gaz, le dioxyde de soufre, ou SO2. Ensuite, étape 2, convertir. Ce gaz SO2, on va l'oxyder pour le transformer en un autre gaz, le trioxyde de soufre, SO3. Et enfin, étape 3, absorber. On prend ce SO3 et on le combine avec de l'eau pour finalement obtenir notre acide sulfurique. Ça a l'air simple, non? On va voir que c'est un peu plus subtil que ça. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'étape de conversion, la deuxième étape, c'est le cœur du réacteur. Et c'est un vrai casse-tête d'ingénierie. Pour le résoudre, il a fallu une astuce géniale au niveau du convertisseur. Alors, pour piger le truc, il faut parler d'un concept clé, l'équilibre chimique. Imaginez une rue à double sens. Une voiture peut aller de A vers B, mais une autre peut faire B vers A en même temps. En chimie, c'est pareil. La réaction peut aller dans un sens et dans l'autre. Le but du jeu pour un industriel, c'est de transformer cette rue en une quasi-autoroute à sens unique. Et c'est là que ça se corse. Le problème, c'est que cette réaction de conversion, elle chauffe énormément. C'est ce qu'on appelle une réaction exothermique. Et cette chaleur, c'est un peu un poison. Pourquoi? Parce qu'elle encourage la réaction à faire machine arrière. En gros, plus on essaie de produire, plus ça chauffe, et plus la réaction se défend et refuse d'avancer. C'est le serpent qui se mord la queue. Alors, comment on fait? La solution est super maligne. Au lieu de tout faire en une seule fois et de laisser la chaleur tout gâcher, on va y aller par étapes. On utilise un gros convertisseur, mais divisé en 4 étages. Et le truc, c'est qu'on va refroidir le gaz entre chaque étage. Regardez ce parcours. Le gaz arrive dans le premier étage à 430 degrés. Hop, la réaction démarre. Ça chauffe jusqu'à plus de 600 degrés et on atteint 60% de conversion. Pas mal, mais on peut mieux faire. Alors, avant le deuxième étage, on refroidit tout ça. On le ramène à 430 et là, magie, on grimpe à 84% de conversion. On refait le coup, on refroidit, on passe au troisième étage et on est à 94%. Un dernier petit coup de froid, un quatrième étage et on atteint les 98% de réussite. C'est ce petit reset de température à chaque fois qui pousse la réaction à aller plus loin. Pour résumer, si on avait tout fait d'un coup dans un seul gros réacteur chaud, on aurait plafonné à 60, peut-être 70% de conversion. La réaction se serait auto-sabotée. Mais avec cette méthode en 4 étapes refroidies, on atteint les 98%. L'astuce, c'est de maîtriser la chaleur pour qu'elle ne devienne pas notre ennemi. Ok, on a notre gaz, le fameux SO3. Maintenant, l'étape finale, le capturer pour en faire de l'acide. Logiquement, on se dit, facile, on le mélange avec de l'eau et c'est réglé. Eh bien non, c'est plus compliqué que ça. Oui, la question est évidente, hein. Pourquoi se compliquer la vie? On a le gaz, on a l'eau, pourquoi ne pas juste les mettre ensemble? Ce serait tellement plus simple. Parce que si on fait ça, la réaction est beaucoup trop violente. Ça ne crée pas un beau liquide qu'on peut récupérer, non, ça crée un brouillard. Un brouillard d'acide super fin, des micro-gouttelettes qui s'envolent partout. C'est non seulement hyper difficile à récupérer, mais c'est aussi super dangereux. Et là, encore une astuce géniale et complètement contre-intuitive. Pour faire de l'acide, on ne va pas utiliser de l'eau, mais de l'acide.
On fait passer le gaz SO3 dans de l'acide sulfurique déjà très concentré. La réaction est beaucoup plus calme, pas de brouillard, et le gaz est absorbé parfaitement. Après, il suffit de rajouter un tout petit peu d'eau pour diluer le mélange et le ramener à la bonne concentration. Fallait y penser? On pourrait s'arrêter là, mais le processus a encore été amélioré pour être plus efficace, mais surtout plus propre. C'est la technique de la double absorption. Parce que 98% de réussite, c'est super, mais ça veut dire qu'il y a 2% qui partent dans la nature. Et le problème, ce sont justement ces 2% restants. 2% de quoi? Eh bien de dioxyde de soufre, le gaz de départ, qui n'a pas été converti. Et ce gaz, c'est un polluant, responsable notamment des pluies acides. Donc, avec des normes environnementales de plus en plus dures, il fallait absolument faire mieux. Et la solution, la voilà, la double absorption. Regardez la différence. Avec l'ancienne méthode, on était à 98% de conversion et on rejetait environ 1900 parties par million de SO2. Avec la double absorption, on passe à plus de 99,6% de conversion et on tombe à 350 ppm de SO2 rejeté. On a divisé la pollution par plus de 5. C'est énorme. Et comment ça marche? C'est encore une histoire d'équilibre chimique. En fait, au lieu de faire l'absorption tout à la fin, on en fait une première au milieu du processus, juste après le 3e étage. En retirant une partie du produit final, on motive en quelque sorte la réaction à continuer, à convertir le peu de SO2 qui reste. C'est une façon de pousser l'équilibre jusqu'au bout. Un dernier chiffre pour la route, et pas des moindres, 5671 kJ. C'est la quantité d'énergie, de chaleur qui est libérée pour chaque kilo d'acide sulfurique produit. C'est une véritable fournaise. Et toute cette chaleur, évidemment, on ne la jette pas par la fenêtre. Elle est récupérée. Elle sert à chauffer de l'eau, à créer de la vapeur à haute pression, qui fait tourner des turbines, qui produisent de l'électricité. Tellement d'électricité, en fait, que l'usine peut fonctionner toute seule. C'est à la fois une usine chimique et sa propre centrale électrique. Un cercle parfait. Et c'est ça qui est fascinant. On a une usine qui fabrique un des produits les plus essentiels pour notre civilisation et qui, en le faisant, produit sa propre énergie. Elle alimente le monde et elle s'alimente elle-même. Ça laisse songeur, non? Et ça pose une question. Combien d'autres géants industriels comme celui-ci, tout aussi ingénieux, se cachent là, juste sous nos yeux?